Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement si vous appréciez mon travail bien sûr. Donc là c'est le point sur l'Ukraine du 23 novembre 2024 avec comme titre principal tout d'abord Kiev a envoyé des attaques MS et des Storm Shadow en Russie. Alors évidemment ça n'a pas plu à la Russie. Et la Russie a répliqué en envoyant un missile intercontinental expérimental nommé Oreshnik et il a été envoyé de la ville d'Astrakhan, donc de Russie bien sûr, qui est à 1000 km presque exactement de la ville de Dnipro. Alors là, j'inclus ici une petite carte afin que cela soit plus clair pour vous. Donc le missile a été envoyé de la ville d'Astrakhan sur Dnipro qui est là en Ukraine. Et de Dnipro à Astrakhan, il y a environ 1000 km. Alors évidemment, le missile intercontinental Oreshnik était non nucléaire, mais d'après ce que j'ai compris, il était quand même doté de 30 ogives non nucléaires, je dis bien non nucléaires, et c'était des ogives manœuvrables, c'est-à-dire à propulsion, contrairement aux ogives MIRV classiques qui n'ont absolument aucune propulsion et qui doivent utiliser uniquement la gravité. Ensuite, nous parlerons de l'envoi de l'équivalent, d'après ce que j'ai lu, de 300 millions de dollars de mines antipersonnelles à l'Ukraine afin qu'elle puisse mieux se défendre, puisque apparemment le Pentagone a analysé que les Russes utilisaient énormément de fantassins et beaucoup moins de véhicules blindés. C'est ce qu'ils disent. Je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est comme ça. Aussi, autre grand titre, nous avons la Russie qui a fait un décret qui permet de formaliser la nouvelle doctrine de dissuasion nucléaire, nouvelle doctrine qui est beaucoup moins contraignante que la précédente doctrine, ce qui inquiète bien entendu l'Occident. Donc pour les habitués, cette vidéo aura un nouveau format, il n'y aura pas de conclusion, donc tout va être maintenant. Voilà, j'essaye de faire plus court. Bref, donc que peut-on dire sur cette attaque? D'abord des attaques MS, donc il y a 6 attaques MS qui ont été envoyées par Kiev. D'après le ministère de la Défense russe, les 6 ont été arrêtés et plus précisément 5 ont été détruits en vol. Le 6e a été endommagé, ce qui a fait des débris qui ont causé des incendies. Et donc cela s'est passé dans l'oblast de Bryansk. Et les 6 attaques MS visaient un dépôt de munitions, plus exactement le 67e dépôt de munitions du GRAU. Et ce dépôt de munitions donc a fini intact. Donc voilà ce que l'on pouvait dire. Alors concernant l'attaque des attaques MS, cela a été officialisé par le ministère de la Défense russe. On regardera ensemble le texte Telegram qui a été envoyé par le MOD russe. Concernant les attaques de Storm Shadows, apparemment, d'après les blogueurs russes, certains blogueurs russes, 12 Storm Shadows ont été envoyés sur la ville de Mariano. Et sur les 12 qui ont été envoyés, 10 auraient été arrêtés, 2 auraient atteint leur cible. Et d'après Vladimir Poutine lui-même, qui a fait un commentaire à la télévision, cela fait quelques blessés et quelques morts sur cette installation militaire de commandement. Et uniquement des techniciens de maintenance et le personnel extérieur auraient été touchés par ces attaques MS.
le personnel de commandement qui était à l'intérieur dans les souterrains de la base n'ont absolument rien. C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine. Il a ajouté aussi que la base était relativement épargnée. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les attaques militaires des 6 attaques MS et des entre guillemets 12 Storm Shadow, puisque les 6 attaques MS ont été confirmées par le MOD russe, alors que l'attaque des Storm Shadows, rien n'a été confirmé quant au nombre qui a été envoyé et quant au nombre qui aurait été arrêté par les Russes. Ça reste les dires de blogueurs russes. Absolument rien n'est officiel. La seule chose qui est officielle, c'est qu'il y a eu des Storm Shadows envoyés dans l'oblast de Kursk. Alors pour finir sur le côté militaire, comme vous pouvez le voir si vous connaissez un petit peu la carte autour de l'Ukraine. Alors pour vous situer, là vous voyez l'Ukraine ici, et là vous voyez l'oblast de Bryansk, et là l'oblast de Kursk. C'est dans cette oblast qu'il y a eu les attaques de Storm Shadows, et c'est dans cette oblast, celui de Bryansk, qu'il y a eu les 6 attaques MS envoyées. L'oblast de Bryansk et l'oblast de Kursk sont à la frontière ukrainienne. Alors, les attaques MS ont été envoyées par des lanceurs HIMARS et MLRS. Et les Storm Shadows ont été envoyés par des Sukhoi 24. Apparemment, ils auraient été tirés juste après le fleuve Dniepr, afin que les Sukhoi 24 soient épargnés d'éventuels tirs de S-400. Alors pour information, les attaques MS ont été arrêtées par des S-400 et apparemment il y a 3 S-400 dans la zone Bryansk-Kursk, plus en profondeur, hein, bien entendu, afin que eux-mêmes soient épargnés plus ou moins par des drones. Donc pour être plus précis, donc il y avait 3 systèmes S-400 ainsi que 3 systèmes Pantsir dernier modèle. Les attaques MS ont été arrêtées à la fois par des S-400 et par des Pantsir. Les Storm Shadow, je n'en ai aucune idée parce que c'est des blogueurs russes qui disent le nombre, combien ont été arrêtés, mais on ne sait pas par quoi. On a beaucoup plus de précision quant aux attaques MS. Mais en tous les cas, les attaques MS, ils ont été envoyés d'assez loin afin de protéger les lanceurs. Et pareil pour les Sukhoi 24 qui ont lancé les Storm Shadow, ils ont été envoyés de loin. Donc on a utilisé le maximum des Storm Shadow, puisque les Storm Shadow qui sont utilisés par Kiev sont des Storm Shadow bridés à 300 km. Et donc comme ils ont été envoyés loin à l'arrière pour protéger les Sukhoi 24, eh bien ils ne pouvaient de toute manière atteindre que des oblasts à côté de la frontière, comme Bryansk ou Kursk, par exemple. Donc voilà, c'était à noter, et ça c'était pour le côté militaire. Alors pour finir sur le côté militaire, on a ce missile intercontinental de test qui a été envoyé. Ce missile intercontinental est à portée intermédiaire, donc il peut atteindre au maximum une distance d'environ 5500 km. Donc c'est un nouveau missile. Les Russes en auraient qu'une poignée apparemment, mais évidemment on ne peut pas le savoir avec certitude, tout du moins. Et ce missile, pourquoi il a été dit expérimental? Tout simplement parce que ça a été dit par Vladimir Poutine lors de son allocution télévisée. Donc il a précisé tout cela. Les blogueurs russes disent qu'il y avait 30 MIRV manœuvrables à l'intérieur de ce missile intercontinental de test. Et
il a été envoyé sur le complexe militaire ukrainien Yushma, qui est une des plus grandes usines d'armement d'Ukraine, pour ne pas dire la plus grande. Donc c'est un énorme complexe militaire qui vient de l'ex-Union soviétique, qui était extrêmement important et très stratégique pour Kiev. Et donc cette usine d'armement a été bombardée via des ogives non nucléaires, une trentaine qui ont utilisé soit uniquement leur force cinétique pour faire des dommages, soit c'était des explosifs conventionnels qui étaient dans ces ogives. On ne le sait pas, mais d'après tous les blogueurs sur Twitter, sur Telegram, beaucoup de grands connaisseurs ont fait des petites analyses puisqu'il y a eu des vidéos qui ont été faites. Alors évidemment, on va regarder tout ça ensemble après mon introduction. On va regarder les articles ensemble, les télégrammes, etc. On va regarder tout ça après. On va regarder la vidéo parce que aussi ce missile expérimental donc a été filmé hein, quand il est tombé sur Dniepro. Et donc on va regarder bien sûr tout cela. Et donc ces ogives apparemment auraient une vitesse quand ils ont percuté Dniepro d'environ 3 à 4 km par seconde. Le missile en lui-même, donc le gros missile qui porte les ogives, d'après Vladimir Poutine, volait à Mach 10. Et il aurait largué ces 30 ogives à environ 2 km d'altitude. Voilà, c'est tout ce qu'on sait côté technique. Alors il y en a qui ont été plus loin, qui ont fait des calculs au cas où les ogives n'avaient aucune charge explosive. Il y en a qui ont calculé que à environ 3 km secondes, eh bien l'ogive aurait fait l'équivalent de 350 kg de TNT de dommages. Voilà, c'est ce qui a été calculé par les, euh, les blogueurs savants qui s'y connaissent en armement. Bref, alors maintenant, évidemment, moi je ne confirme rien, je ne connais pas tout ça. Donc là, je répète, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Mais voilà ce que j'ai lu concernant ce missile intercontinental, donc qui a eu double emploi. Donc ça a permis de tester ce nouveau missile balistique intercontinental et ça a permis, grâce à son déploiement de multiples ogives, de frapper largement la zone afin de détruire le plus possible, je suppose, ce complexe militaro-industriel ukrainien. Et donc double emploi, donc ça a permis de le tester en environnement de guerre réel, et ça a permis évidemment d'avoir des informations pour les Russes, et puis ça a permis de détruire cet énorme complexe militaro-industriel très stratégique pour les Ukrainiens. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le côté militaire. Alors maintenant sur le côté géopolitique, alors les 6 attaques MS, évidemment, là, Poutine avait déjà prévenu il y a déjà des mois s'il y avait utilisation d'attaques MS sur son sol. Donc le fait qu'il ait répondu, bien évidemment, en aucun cas ce n'est une surprise. Alors pour la petite info, l'accord hein, du gouvernement de Biden concernant le tir d'attaque MS n'a absolument rien d'officiel. C'est toujours non confirmé. Voilà, donc apparemment les Ukrainiens ils ont lu les journaux et alors évidemment je dis ça en rigolant, mais voilà, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. En tout cas, à dessein, cela n'a pas été confirmé officiellement par le gouvernement américain, tout comme le tir des Storm Shadow, ça n'a été en aucun cas confirmé par le gouvernement britannique. Donc si on prend que le côté officiel formel,
c'est Kiev qui a pris la décision toute seule, et Kiev ne s'est informé que via le New York Times afin de s'octroyer le droit de frapper la Russie. Ça, c'est si on s'en tient techniquement qu'au niveau formel officiel. Alors évidemment, je me doute bien qu'il y a eu des petits coups de téléphone qui ont été envoyés à Zelensky, mais si on s'en tient qu'au côté protocolaire, rien d'officiel. Absolument rien d'officiel. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le côté géopolitique de ces frappes-là. Et bien évidemment, Vladimir Poutine donc a fait une intervention télévisée, solennelle, exactement comme il l'a fait la première fois quand il a lancé l'opération militaire spéciale en Ukraine, puisque je rappelle une milliardième fois que la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine, la Russie est en opération militaire spéciale. Parce que si la Russie était en guerre sur l'Ukraine, au niveau militaire, ça se serait passé autrement. Voilà, alors j'en ai déjà longuement parlé dans plein de vidéos précédentes. Je ne vais pas revenir sur les détails de ces nuances militaires. Bref, donc Poutine a fait une allocution solennelle télévisée. Il a expliqué donc les dégâts des 6 attaques MS, des Storm Shadow, que évidemment à chaque fois qu'il y aurait une attaque de ce genre avec des armes occidentales en Russie, il y aurait une réplique en miroir. Aussi, on apprend que la grande base américaine en Pologne devient une des cibles prioritaires de la Russie, et que la Russie se laissait la liberté de frapper cette base américaine en Pologne s'ils en avaient envie. Vladimir Poutine a aussi précisé que les prochaines frappes de la Russie, les futures, encore non faites, donc il se donnait toute liberté de frapper tout le pays qui ferait une nouvelle frappe. Donc là, pour le coup, Vladimir Poutine était très clair. Là, maintenant, il peut se permettre de frapper une cible américaine n'importe où dans le monde, ainsi qu'une cible anglaise n'importe où dans le monde. Donc c'est ça qu'il laisse entendre dans son allocution. Et donc il promet une réponse russe immédiate à toute autre future frappe occidentale. Et je dis bien occidentale, car pour lui, les frappes d'attaque MS et de Storm Shadow en Russie ne sont pas le fait de l'Ukraine, mais sont le fait de l'Occident, et là des Américains et des Anglais en l'occurrence, car comme il l'a précisé encore une fois, parce qu'il l'a déjà précisé plusieurs fois, il considère que seul le gouvernement américain et anglais, donc les techniciens, les ingénieurs, etc., qui sont habilités, donc un très haut niveau d'habilitation, à utiliser les renseignements pour frapper et aussi pour faire exploser les missiles. Seuls des techniciens entre guillemets habilités, donc purement américains, purement anglais, auraient pu le faire. Donc Vladimir Poutine l'a déjà longuement expliqué, je vous le redis ici pour rappel. Donc il ne considère pas que c'est l'Ukraine, mais là, l'Amérique et l'Angleterre pour le cas des attaques MS et des Storm Shadow. Si jamais un scalp se était envoyé, il considérerait que c'est la France qui a envoyé le scalp. Voilà, donc ça c'était les précisions géopolitiques. Alors maintenant, il y a eu l'accord de Joe Biden pour envoyer des mines antipersonnelles en Ukraine. Donc ça fait énormément jaser, bien évidemment, parce que Joe Biden, alors là je parle vraiment de Joe Biden, pas du gouvernement américain, s'était toujours refusé à utiliser des mines antipersonnelles. D'ailleurs, tout comme Joe Biden s'était toujours refusé
a donné l'accord de frappe d'attaque MS sur le sol russe. Et là, tout d'un coup, il lâche ces deux choses-là, alors qu'il a été farouchement opposé. Alors évidemment, vous allez me dire, ça fait longtemps que c'est plus Joe Biden qui en réalité dirige les États-Unis, hein, c'est plus précisément Anthony Blinken, Jake Sullivan et William Burns, pour être plus précis. Donc Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, Jake Sullivan, donc le chef de la sécurité des États-Unis, William Burns, c'est le chef de la CIA. C'est eux qui en réalité décident de tout ce qui est militaire, d'après tous les rapports que je lis. Cela ne reste que mon opinion, mais beaucoup le disent. Et quand je dis beaucoup le disent, je parle de parlementaires américains, de sénateurs américains, de gros journalistes américains, et je parle de journalistes dissidents comme Tucker Carlson, Glenn Greenwald, et ce genre de vedettes américaines, journalistiques tout du moins. Donc beaucoup le disent, et pas des plus petits personnages. Bref, donc Joe Biden, on va dire Joe Biden pour simplifier la conversation. Donc Joe Biden a donné son accord, et cela soulève énormément de questions à l'international. Pourquoi? Alors pas pour les États-Unis ni pour la Russie, qui ne sont pas signataires du traité d'Ottawa, qui a été signé en 1997 par 164 pays. Mais bon, ça posait des problèmes moraux quand même. C'est pour ça que les États-Unis refusaient de les utiliser malgré tout depuis 1991, quand même. Voilà. Et la Russie aussi ne les utilisait pas, quoi, plus tout du moins. Là, je parle au niveau officiel, bien entendu. Alors que l'Ukraine, elle, a signé. En 2006, elle a signé le traité d'Ottawa de non-utilisation de mines antipersonnelles. Et pourtant, bah, comme vous le voyez, l'Ukraine va les utiliser très tranquillement. Et on va regarder un extrait vidéo de France 24 où un journaliste a discuté avec un expert ukrainien en mines antipersonnelles. Et vous allez voir que les mines antipersonnelles qui doivent être utilisées d'une certaine façon pour que l'Ukraine respecte le traité d'Ottawa, ben va pas trop être respectée au final. Voilà, parce que les mines antipersonnelles qui vont être données à l'Ukraine ont en gros deux modes, hein. Le mode automatique, c'est-à-dire le mode qui est condamné par le traité de non-utilisation de mines antipersonnelles, et le mode où on appuie sur un bouton à distance afin de déclencher manuellement la mine antipersonnelle. Et il y a uniquement que dans ce mode-là qu'on autorise l'Ukraine à utiliser ces mines antipersonnelles. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour la théorie. Sinon, ce serait illégal. Vont-ils suivre la légalité de la chose? Nous verrons bien. Nous verrons bien. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur ces gros sujets-là. Alors évidemment, cela pose énormément de questions, puisque là, pourquoi les 6 attaques MS et les, entre guillemets, 12 Storm Shadow ont été envoyés dans l'oblast de Bryansk et de Kursk au lieu d'être envoyés sur le front? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude depuis 2 ans et demi, puisque c'est pas la première fois que des attaques MS ont été utilisées par l'Ukraine. N'oublions pas les 6 attaques MS qui avaient été envoyées sur une plage en Crimée, qui avaient déjà été tous arrêtés à l'époque, hein, toujours par des S-400 d'ailleurs. Donc, pourquoi les Ukrainiens se bornent à envoyer des Storm Shadow depuis le début de la guerre, hein, et des attaques MS euh, hors du front, hors de la ligne de front, alors que c'est là qu'ils devraient être utilisés? Alors évidemment, ça défie toute logique, surtout qu'ils pourraient très bien le faire.
Et sur le front, c'est là où il y a le moins de défense antiaérienne. Alors pourquoi ils font ça depuis 2 ans et demi? Eh bien, je vous donne la réponse sans plus tarder, c'est pour la communication. Voilà. C'est pour de la communication, mais aussi pour faire de l'escalade. Donc les 6 attaques IMS sur la plage de Crimée, alors qu'il y avait une grande fréquentation pendant les vacances et que c'était fait au moment où il y avait un maximum de fréquentation, c'est pas par hasard. Les Storm Shadow Scalp qui ont été envoyés sur le pont de Kerch, c'est-à-dire le grand pont de Crimée, ce n'est pas par hasard. Vous voyez? Donc, ils ne font ça que pour la communication et que pour faire de l'escalade. Et donc là, évidemment, il n'est dans rien le côté militaire et stratégique. Cela n'a été fait que pour de l'escalade. Parce qu'ils savaient très bien que les attaques MS et les Storm Shadow allaient être arrêtés et qu'ils n'allaient faire que très peu de dégâts. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, ils savaient très très bien que la zone, quoi, l'oblast de Bryansk et en particulier de Kursk est surprotégée en système antiaérien, très exactement comme la Crimée. Ils le savent très bien et pourtant ils s'obstinent à envoyer là où c'est le mieux défendu. Alors évidemment, là ils l'ont fait parce que c'est la Russie, donc ils espéraient l'escalade. Bien évidemment. Et je ne serais pas surpris que Zelensky soit très content qu'il y ait une frappe véritablement nucléaire sur son pays, en Ukraine. Bah, comme ça, il pourrait vraiment impliquer l'OTAN en Ukraine. Parce que, alors évidemment, scénario qui ne peut en aucun cas arriver, je dis bien en aucun cas, parce que la Russie se mettrait à dos le monde entier, donc jamais la Russie ne fera cela, mais c'est ce qu'espère Zelensky, hein, parce que évidemment le but des attaques MS et des Storm Shadow en Russie, ce n'est que pour faire une escalade, que pour impliquer l'OTAN, que pour espérer une troisième guerre mondiale. C'est ce qu'espère Zelensky. Il l'espérera en vain, bien évidemment. Vladimir Poutine n'est pas un idiot. Vladimir Poutine a juste à jouer la montre, à attendre 2 mois que Donald Trump prenne la présidence réellement, plein pouvoir. Il a juste à attendre Vladimir Poutine. Alors évidemment, il est obligé de réagir. Bien évidemment, il est obligé de réagir, mais il réagira raisonnablement, bien évidemment. Voilà, bon, j'arrête là et on va passer donc aux articles, aux vidéos, etc. Commençons. Donc voici une carte ici côté droit pour mieux vous situer. Là c'est Moscou, là c'est l'Ukraine et là vous voyez la région de Bryansk. Et c'est ici à peu près qu'il y a eu la frappe des 6 attaques MS. Ils ont voulu frapper ce dépôt-là. Alors c'est un dépôt de munitions du GRU. C'est le 67e dépôt de munitions de la GRU. Et il n'y a eu aucun dommage car les 6 attaques MS ont pu être arrêtées. Alors voici le rapport officiel du ministère de la Défense russe qui nous dit qu'à 3h25 heure de Moscou, l'ennemi a pris pour cible la région de Bryansk avec 6 missiles balistiques. Selon les données, les attaques MS ont été utilisées, attaques MS fabriquées par les Américains. Il en a résulté que les S-400 sont entrés en action, ainsi que les systèmes de défense Pantsir. Donc les S-400 et les Pantsir ont détruit 5 missiles attaque MS et en ont endommagé un. Les fragments du missile endommagé sont tombés dans la région de Bryansk,
causant un incendie qui a été rapidement éteint. Il n'y a eu aucun blessé ni aucun dommage. Voilà, c'était le rapport officiel du ministère de la Défense russe. Là, on a un article très intéressant du London Times qui nous dit « Londres a cessé de fournir des missiles Storm Shadow à Kiev en raison d'une pénurie de stock ». C'est le 17 novembre que cet article est paru, c'est-à-dire le même jour de parution du New York Times qui nous annonçait que Joe Biden avait donné l'autorisation à Kiev de frapper avec des attaques MS la Russie, le même jour. Donc c'est étonnant cette concomitance des faits. On a London Times qui, au lieu de parler de Joe Biden qui donne l'autorisation à Kiev de frapper avec des attaques MS, nous sort ça comme article. C'est étonnant. La cessation des livraisons de missiles de longue portée Storm Shadow à l'Ukraine par le Royaume-Uni pourrait être due à une pénurie de stock, rapporte le journal londonien The Times, qui cite des sources. Le journal souligne également que d'autres raisons ont poussé le Royaume-Uni à cesser de livrer des armes de longue portée à l'Ukraine. Alors, bien entendu, ça c'est ce qu'on dit aux médias, hein, c'est la raison avec laquelle on donne cette excuse, ce prétexte de ne pas livrer de Storm Shadow. Alors il faut savoir que les Britanniques ont donné environ 50 Storm Shadow à l'Ukraine depuis le début du conflit, et les Français en ont donné 10, sachant que les Français en avaient promis 40 des scalps à Kiev, et ils n'en ont reçu que 10 pour l'instant, les Ukrainiens, mais une cinquantaine de Storm Shadow. Voilà. Il faut savoir que là, Kiev vient d'en lancer 12, sachant que ils en ont utilisé déjà bien avant, bien sûr. Donc tout s'additionne. Je comprends maintenant pourquoi l'Angleterre a un stock épuisé. Mais il n'y a pas que ça comme raison quant à l'arrêt de livraison de Storm Shadow à Kiev. Mais bon, en réalité, les médias disent qu'il y a un épuisement des stocks, et ça, je veux bien le croire, mais d'après ce que j'ai lu dans les deux sites américains militaires, c'est-à-dire Military Land et Military Watch Magazine, concernant les Storm Shadow Scalp, c'est qu'en fait, comme ils se sont révélés inefficaces face au système antiaérien russe, eh bien ça valait pas le coup d'en donner encore plus à Kiev. Et puis aussi, là c'est dans Military Watch Magazine, ils disent que les Français et les Anglais ne veulent pas subir le même sort que les Allemands et les Américains pour leurs chars Léopard 2 et leurs chars Abrams, ainsi que les Turcs avec leurs drones militaires Bayraktar. Ils ne voulaient pas subir la même chose qu'eux, dans le sens perdre en réputation internationale quant à l'armement militaire. Parce que là, après, ça fait très mal à la réputation, et ils ne voulaient pas voir leurs missiles détruits dans les médias, quoi. Ils voulaient arrêter les frais. Voilà, c'est ce que j'ai pu lire. Maintenant, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, je ne peux pas le confirmer, bien sûr, mais j'ai trouvé ça très cohérent, et oui, c'est tout à fait possible en tous les cas. Alors voici la photo d'un missile RS-26, c'est un missile intercontinental et donc un ICBM. Et pourquoi je vous montre cette photo-là? Parce que le missile Oreshnik n'est qu'un RS-26 modifié. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les 3 étages, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, le missile Oreshnik n'en a que 2. Mais c'est un missile, à la base, c'est un RS-26 qui a simplement été modifié. Alors, les missiles RS-26 sont très très modulables. On peut les modifier de moult façons. Et donc, ce missile Oreshnik, les ogives MIRV ont été modifiées, ainsi que évidemment les étages,
puisque le missile n'a plus que 2 étages au lieu de 3, car le missile Oreshnik est un missile IRBM, c'est-à-dire un missile de portée intermédiaire, et non pas un ICBM, c'est-à-dire un missile intercontinental. Donc quand Zelensky l'appelle missile intercontinental, en réalité ce n'en est pas un, mais les médias ont bien sûr repris tout cela. Là, vous voyez le complexe militaro-industriel ukrainien ex-Union soviétique qui s'appelle Yuzhmash. Ça veut dire l'ingénierie du Sud en français. Et voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça Yuzhmash. Donc c'est absolument énorme. Donc là, on va voir une vidéo qui vous montre la frappe du missile intercontinental de test Oreshkin sur la ville de Dnipro. Regardez ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc là, vous voyez que les ogives sont envoyées en grappe, hein, afin qu'il y ait une plus grande zone détruite. Là, vous voyez une autre vue. Là, vous voyez les ogives envoyées par grappe. Très impressionnant. Alors voici typiquement à quoi ressemblent des ogives MIRV sans propulsion. Évidemment, celles qui sont avec propulsion sont bien meilleures puisqu'elles sont beaucoup plus précises. Alors ici un article du Washington Post qui nous parle de la livraison future de mines antipersonnelles par les États-Unis à Kiev. Donc article du 19 novembre qui nous dit Biden approuve les mines antipersonnelles pour l'Ukraine, annulant ainsi sa propre politique. Effectivement, Joe Biden a toujours été contre les mines antipersonnelles. Alors là, il a cédé, je suppose, de la même manière que sa campagne présidentielle, puisque quelques jours avant qu'on lui fasse comprendre qu'il fallait qu'il quitte la campagne présidentielle, il avait fait un meeting où il avait dit qu'il resterait à la campagne présidentielle quoi qu'il arrive, parce qu'il avait toutes les chances de gagner. Bon, quelques jours après, on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il parte parce que l'Alzheimer était vraiment trop fort. Et bien là, lui qui a toujours été contre les mines antipersonnelles, ah bah là, il approuve soudainement. Donc encore une fois, on lui a fait comprendre quel était le bon choix à suivre, si vous voyez ce que je veux dire. Cette décision intervient alors que les avancées de la Russie dans l'est de l'Ukraine menacent de submerger les défenses de première ligne. Le président Joe Biden a autorisé la fourniture de mines terrestres antipersonnelles à l'Ukraine, une mesure qui renforcera les défenses de Kiev contre l'avancée des troupes russes, mais qui a suscité des critiques de la part des groupes de contrôle d'armement. Alors effectivement, nous allons voir ça après. Alors d'après ce que j'ai lu, il donnerait à l'Ukraine l'équivalent de 300 millions de dollars de mines antipersonnelles. Voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc là, on va voir la polémique. Mais certains défenseurs des droits de l'homme estiment que la décision des États-Unis de fournir des mines terrestres antipersonnelles à l'Ukraine, pays signataire du traité d'interdiction des mines, constitue une tache noire contre Washington. Alors effectivement, le traité d'interdiction des mines, aussi appelé traité d'Ottawa, a été signé par 164 pays, dont l'Ukraine. L'Ukraine a signé le traité d'interdiction des mines en 2005. Par contre, les États-Unis et la Russie n'ont pas ratifié ce traité pour se donner une certaine liberté, je pense. Mais il est à noter que l'Ukraine a bien signé le traité. Alors évidemment, là, inutile de vous dire que en Occident, tout le monde se fout de qui a signé le traité ou pas. Bien évidemment, car maintenant, il n'y a plus de loi de la guerre internationale. Toutes les lois ont été effacées. Donc maintenant, c'est celui qui ose, il a le droit.
C'est une évolution choquante et dévastatrice, a déclaré Mary Wareham, directrice adjointe de la division des crises, des conflits et des armes à Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme, qui a déclaré que même les mines non persistantes présentent des risques pour les civils, nécessitent des efforts de nettoyage complexes et ne sont pas toujours désactivées de manière fiable. Alors il faut savoir que les mines que l'on donne à Kiev, c'est des mines effectivement qui peuvent être non persistantes, c'est-à-dire s'auto-détruire ou s'auto-désactiver au bout d'un certain temps. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que le réglage est manuel. On peut le régler sur mine antipersonnel classique, donc qui explose quand quelqu'un passe dessus, ou on peut le régler pour que ça soit fait via télécommande. Et normalement, là, la livraison est ainsi, c'est-à-dire qu'ils doivent utiliser les mines antipersonnelles uniquement par télécommande. C'est-à-dire ils voient les Russes arriver, ils appuient sur un bouton pour que ça explose. Ils sont censés utiliser ces mines de cette manière-là, puisqu'ils ont signé le traité d'Ottawa. Alors vous vous doutez bien que maintenant c'est comment les commandants, les capitaines ukrainiens vont décider de régler la mine. Soit ils vont régler la mine comme ils devraient la régler, soit ils vont régler la mine comme une mine tout à fait classique. Voilà, nous verrons bien. En attendant, là on va voir un petit extrait de France 24 qui est très édifiant. Regardons ça. Alors là, on a un journaliste de France 24 qui a interviewé un expert ukrainien en mine antipersonnelle. Et là, il faut saluer l'honnêteté de ce journaliste parce qu'il nous dévoile que l'expert ukrainien, en gros, avoue que les mines antipersonnelles ne seraient peut-être pas réglées forcément sur le mode j'appuie sur un bouton et j'explose la mine quand je vois des Russes. Donc en gros, traduction, que les mines ne se respecteraient pas forcément le traité d'Ottawa signé par l'Ukraine. Regardons ça. Et le fait que l'Ukraine, contrairement aux États-Unis, est signataire de la Convention d'Ottawa qui interdit l'utilisation des armes antipersonnelles. Mais il y a une clause d'exception qui est que si c'est des mines qui sont détenues qui se font exploser à distance, c'est-à-dire l'Ukrainien qui regarde avec son drone dans la maison un peu derrière la ligne de front, qui voit qu'il y a des Russes qui avancent et à ce moment-là, il appuie sur le bouton pour faire détonner les mines plutôt que des mines qui sont en mode détonation automatique. Alors là, ce serait légal. Alors, est-ce que les Ukrainiens vont vraiment dire vont vraiment les utiliser seulement de cette manière, ou est-ce qu'ils vont dire qu'ils les ont utilisés uniquement de cette manière alors qu'en réalité ils peuvent le mettre en mode automatique? J'ai posé la question à un expert militaire ukrainien qui a dit probablement ils vont pas ressentir le besoin de dire quoi que ce soit puisque les organisations de défense des droits humains comme Human Rights Watch se sont tellement décrédibilisées au cours de cette guerre, notamment par leur insistance sur les victimes civiles, alors que l'écrasante majorité des victimes en Ukraine, ce sont des soldats qui étaient des civils juste quelques semaines ou quelques mois avant de rejoindre l'armée pour défendre leur pays. Le droit de la guerre et la réalité de la guerre. Gulliver Crack depuis Kiev, merci. Voilà, bon, vous avez compris. En gros, les Ukrainiens feront ce qu'ils veulent et ne respecteront certainement pas le traité d'Ottawa dont ils sont les signataires. Alors ici, un article de Eurasia Daily qui nous dit que la nouvelle doctrine nucléaire de la Russie a été approuvée. La Russie peut répondre avec des armes nucléaires en cas d'agression. Donc la signature de ce nouveau décret qui met en place la nouvelle doctrine nucléaire a été faite le 19 novembre. Le président russe Vladimir Poutine a approuvé les bases de la politique d'État dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Le décret est publié sur le site de la publication officielle des actes juridiques. Il entre en vigueur le jour de sa signature, le 19 novembre. Alors que dit ce décret ? La Fédération de Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en réponse à l'utilisation d'armes nucléaires et ou
d'autres types d'armes de destruction massive contre elle et ou ses alliés. Également, en cas d'agression contre la Fédération de Russie ou la République de Biélorussie en tant que membre de l'État de l'Union, avec l'utilisation d'armes conventionnelles créant une menace critique pour leur souveraineté et ou leur intégrité territoriale, la décision sur l'utilisation des armes nucléaires est prise par le président, indique le document. Alors il se trouve que la signature du décret s'est faite quasiment le même jour que la déclaration de Joe Biden d'approuver l'envoi d'attaques MS sur le sol russe, mais c'est juste une coïncidence puisque ça faisait déjà plusieurs semaines que Vladimir Poutine avait annoncé en détail ce changement de doctrine concernant la dissuasion nucléaire. Donc absolument rien de nouveau, sauf que là, c'est officiel. Mais bon, qu'est-ce que ça change par rapport à la précédente doctrine? Eh bien, tout simplement, cette nouvelle doctrine de la dissuasion nucléaire russe est moins contraignante que ne l'était la précédente. Donc ça laisse plus de liberté d'utiliser l'arme nucléaire que la précédente doctrine. Voilà tout. Et enfin, il faut noter que la Biélorussie bénéficie aussi, au même titre que la Russie, d'une protection nucléaire en cas d'agression sur son territoire. Donc c'est très très important de souligner cela. Donc la Biélorussie est placée au même titre que la Russie quant à la protection nucléaire. Là, vous pouvez voir deux tweets du 19 novembre qui vous montrent que la Russie a fait une grosse attaque dans l'oblast de Soumy et très exactement sur la ville de Chostka. Et ils ont détruit une énorme usine d'armement à Chostka, donc dans l'oblast de Soumy, qui s'est vue à des kilomètres à la ronde. Donc voilà les photos prises par les Ukrainiens. C'est très impressionnant. Nous allons maintenant passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Alors cette semaine, la carte militaire sera tout à fait exceptionnelle puisque nous verrons les avancées russes les plus importantes que j'ai jamais vues en plus de 2 ans et demi sur tout le front. Donc c'est très très impressionnant. C'est la première fois que je vois une telle accélération des avancées. Nous allons voir cela. Avant de commencer, j'aimerais rappeler qu'au 17 novembre, le dimanche, la Russie a lancé une attaque de drones et de missiles contre l'Ukraine qui est considérée comme le plus grand barrage de ces derniers mois, ont déclaré des responsables ukrainiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié sur la plateforme X que la Russie avait utilisé près de 140 missiles de différents types au cours de la semaine dernière, ainsi que plus de 900 bombes aériennes guidées et plus de 600 drones de frappe. Donc c'était une énorme frappe de missiles, de drones, et qui visait les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Donc c'était absolument énorme, comme vous pouvez le voir ici par le nombre, 140 missiles, 900 bombes aériennes guidées, donc les bombes planantes, et 600 drones de frappe. Donc très 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 impressionnant concernant cette frappe gigantesque. Bref, maintenant on va parler du front. On va commencer par le sud comme d'habitude. Sur la zone de Kherson, pas grand chose à dire. Sur la zone de Zaporojye, non plus pas grand chose à dire. La centrale d'Energodar, la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, n'a pas été frappée à ma connaissance. Et maintenant, on va parler des avancées russes. Donc là, on peut voir qu'il y a eu une grosse avancée russe vers la ville de Novosilka, puisque c'est leur but dans cette zone-là. Grosse avancée, comme vous pouvez le voir. Grosse avancée ici vers Grand Novosilka. Petite avancée vers Rozdianie, ici. Là, on peut dire que c'est une grosse avancée. Regardez, ça c'est les lignes de la semaine dernière en pointillé.
Vous voyez, grosse avancée et surtout sur Kurakovo. C'est pour ça que c'est entouré d'un cercle vert parce que c'est une zone stratégique importante. Kurakovo, nœud logistique importante, mini forteresse, hein, du fait que c'était un petit nœud logistique. Quand je dis petit nœud, tout est relatif, c'est petit par rapport à Paklovsk, mais dans l'absolu, ça n'a rien de petit en réalité. Donc je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, le barrage de Stary-Terny avait été miné par les Ukrainiens pour ralentir les Russes, afin de les ralentir côté ouest, évidemment. Comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines, c'était complètement stupide et inutile, puisque je vous avais dit il y a 2 semaines que de toute manière, ils avançaient dans la ville de Kurakovo, et là c'est prouvé, parce que l'avancée était énorme dans la ville de Kurakovo, ainsi que sur le sud. Dalny avait déjà été prise la semaine dernière, sauf que là ils ont nettoyé les dernières poches de résistance. Étonnamment, il n'y a toujours aucun ordre de retrait des soldats ukrainiens qui a été donné par le gouvernement ukrainien. Aucun ordre de retrait. Voilà, alors que c'est un chaudron clair et net, hein. Vous pouvez voir les 2 grandes flèches stratégiques que j'avais mises, parce que évidemment ils veulent prendre Kostiantynopil. C'est le but ici. La grosse avancée ici aussi dans le sud de Paklovsk, une avancée importante. Alors je rappelle que les zones les plus protégées du front, c'est Tchassiviar et Paklovsk. C'est là où il y a le plus d'envois de soldats ukrainiens. C'est pour ça que Paklovsk et Tchassiviar résistent, mais on va voir tout à l'heure que Tchassiviar est en train de tomber. Bref, grosse avancée ici. Paklovsk, comme je vous le dis depuis des mois, c'est le plus grand nœud logistique du front et le point stratégique le plus important des 1200 km de front. Sur Toretsk, il y a eu une avancée relativement importante dans la ville même. Comme vous pouvez le voir, Toretsk va tomber. Alors Toretsk, c'est un des endroits les plus importants. C'est un verrou stratégique, c'est pas un nœud logistique, c'est un verrou stratégique. Évidemment, le but des Russes, c'est d'avancer vers Kostiantynivka. C'est pour ça que j'avais mis une flèche ici. Donc ils veulent faire comme ça et comme ça. Ce qui nous amène à Tchassiviar. Grosse avancée à Tchassiviar, alors que c'était paralysé depuis des semaines et des semaines. Là, ça y est, ça s'est débloqué. Les Russes ont fait une grosse avancée. Alors je dis grosse avancée parce que c'est une zone urbaine. Et on parle de Tchassiviar, le plus gros verrou stratégique du front. Le plus gros verrou. Donc la deuxième cible la plus importante pour les Russes après Paklovsk. Tchassiviar qui mènera à Kramatorsk et ensuite Slaviansk. Très important. Sur la zone de Krasny Liman, il n'y a rien qui a été fait par les Russes. Sur la zone de Kupiansk, les Russes ont renforcé leur énorme avancée de la semaine dernière. Ils ont renforcé la position. Vous voyez que ça s'est agrandi, que ça s'approche toujours plus de Kupiansk. Bon, Kupiansk, ils sont déjà entrés dans la ville de Kupiansk, hein. Kupiansk, c'est ça, hein. Ça va sur la rive est, hein. Kupiansk, c'est tout ça. Voilà. C'est tout ça, Kupiansk, ça va sur la rive est. Ils sont déjà entrés la semaine dernière dans Kupiansk, sauf que là, ils ont été jusqu'à la rive, hein, jusqu'à la rivière Oskol. Donc ils ont augmenté leur pénétration, ils ont renforcé leur pénétration ici. Kupiansk est très protégé aussi, hein. C'est la 3e zone la plus protégée. La première étant Paklovsk, ensuite Tchassiviar et ensuite Kupiansk. Parce que Kupiansk, évidemment, c'est extrêmement important. C'est le verrou qui permet d'aller sur la 2e plus grande ville du pays, c'est-à-dire Kharkov. Sur la ligne de front Vovchansk-Lipsy, il ne s'est rien passé de spécial. Sur Kursk, il y a eu une grosse avancée russe, comme vous pouvez le voir. La dernière poche a été éliminée ici du nord, je dis bien du nord de Kursk. Cela a été éliminé, donc là ils ont fait une avancée importante. Évidemment, Kursk va tomber. Alors Kursk, hein, voilà, c'est l'exception du nord. Je vous parlais, là où on envoie le plus de troupes, c'était Paklovsk.
Tchassivial et Kursk, sachant que c'est sur Kursk, de toutes ces cibles, où il y a le plus d'envoi de troupes. Voilà, si on devait comparer Pakrovsk, Tchassivial et Kursk, c'est Kursk qui prend toutes les troupes, le plus de troupes, pardon, et en plus, Kursk, ce sont que des troupes d'élite qui sont envoyées, que des troupes d'élite. Zelensky avait parlé à un moment donné d'un retrait des soldats de Kursk, et comme on a pu le voir, il n'en est absolument pas, il n'en est rien. Donc ça a été absolument pas le cas. Donc ici, vous pouvez voir une épingle rouge parce qu'il y a eu une grosse attaque russe. Vous l'avez vu dans la vidéo, je vous ai montré les images de tweets qui vous montrent des dégâts absolument énormes. Donc sur la ville de Shostka, hein, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo. Donc grosse attaque ici. C'est dans l'oblast là de Soumy. Concernant les attaques ukrainiennes, donc là c'est ici qu'il y a eu sur Karachov, il y a eu les attaques d'attaques MS, des 6 attaques MS sur le 67e dépôt du GRAU. Il n'y a eu aucun dégât à part un petit incendie vite fait qui a été vite étouffé, donc on peut dire aucun dégât. Ici, c'est sur la ville de Marino qui a eu les soi-disant 12 Storm Shadow envoyés. Donc Marino, c'est ici. Alors maintenant, je dis soi-disant parce que là, je n'ai aucune confirmation. C'est que des blogueurs russes qui disent cela, mais il n'y a eu aucun démenti côté ukrainien, parce qu'évidemment, tout le monde dit ça. Mais il n'y a eu aucun démenti côté ukrainien, donc 12, on va rester sur 12 Storm Shadow sur Marino. D'après les blogueurs russes, 10 ont été arrêtés, 2 sont tombés sur cette base de commandement. Et comme l'a dit Vladimir Poutine lui-même, seuls les techniciens extérieurs ont été blessés et tués. Mais par contre, les officiers qui étaient dans les bunkers et les sous-marins, apparemment, n'ont pas été touchés du tout. C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine dans son allocution télévisuelle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Et j'en arrête là. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don. Partagez aussi afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.